Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Donc on est le vendredi 20 mars et on va faire un point dans cette vidéo sur l'évolution de l'épidémie à coronavirus telle que nous la vivons ici dans un hôpital parisien et telle que vous pouvez être amené à la rencontrer dans les différentes régions où vous êtes, en France ou à l'étranger. Donc je suis Walid Amara, je suis cardiologue, spécialisé en rythmologie et de plus en plus je pense qu'on est tous spécialisés en Covid-19 puisque voilà, on vit avec ça et on lit au quotidien sur la maladie, on lit les articles scientifiques et on voit arriver cette épidémie. Et, comme vous avez pu le voir, il y a également, on a de la chance qu'il y a beaucoup de recherches sur le sujet et donc il y a beaucoup d'éléments nouveaux sur lesquels nous pouvons discuter aujourd'hui. N'hésitez pas au fur et à mesure de la présentation, c'est une présentation vraiment ouverte sur laquelle vous pouvez poser vos questions en même temps et sur laquelle je vois apparaître les personnes qui sont avec nous et j'essaierai de répondre au fur et à mesure aux quelques questions qui se présentent. Alors, état de la situation, est-ce que je pense ? Je pense que la vague, elle est inéluctable. C'est-à-dire que vous dire autre chose, ce serait vous mentir. Pour vous donner un exemple, la semaine dernière, en fin de semaine dernière, donc vendredi dernier, la vague était déjà importante en Italie et déjà également dans le Grand Est français. Donc, vous savez déjà que certaines régions de France étaient déjà très touchées. Dans le Grand Est, ils étaient déjà très touchés. Et on se doutait que la vague allait toucher la région parisienne et je peux vous dire déjà d'emblée dans la discussion qu'on est en plein dedans. Grâce aux réseaux sociaux, grâce aux collègues qui sont répartis notamment sur les différents hôpitaux parisiens ou également ailleurs en France, on voit que la vague arrive notamment en région parisienne. Donc, ou de ce que je constate également dans mon hôpital. Alors, plusieurs choses. Ce que je crois, c'est que effectivement, ce qui se passe à Paris, c'est ce qui s'est passé en Italie la semaine dernière. Et on n'a qu'à regarder ce qui se passe en Italie cette semaine pour craindre ce qui se passera à Paris dans une semaine. Et puis si vous êtes dans une région, je ne sais pas, si vous êtes à Nantes ou à Bordeaux, que vous n'êtes pas encore très touché, peut-être que dans une semaine vous le serez. Si vous êtes à Tunis ou à Alger ou à Casablanca et que vous n'avez pas très peu de cas, vous avez déjà des cas, donc ce sera peut-être votre tour d'ici 2 à 3 semaines malheureusement. Le pic de l'épidémie, on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver, donc on peut s'attendre à avoir une épidémie qui va durer 3 mois. Alors la politique d'un pays à l'autre n'a pas été la même. Vous savez que en Chine, la politique a été de réaliser un confinement total et assez agressif. J'ai retrouvé d'ailleurs la vidéo d'un témoignage du docteur Klein, le docteur Klein est un directeur de clinique français qui vit dans le Yuan, et je vous montre ce que lui recommande, ce qui a été fait d'ailleurs en Chine. Deux mesures radicales qui ont permis de finalement contrôler en 4 semaines l'épidémie. La première chose a été qu'ils ont imposé un confinement strict à toute cette population de 56 millions de personnes, c'est-à-dire la nécessité de rester dans ces appartements. Et ceci a été permis parce qu'il y a eu une solidarité autour d'une chaîne logistique pour alimenter toutes ces personnes, pour leur apporter à manger. La deuxième mesure qui a été déterminante, alors ça c'était la première mesure, et la deuxième mesure dont il parle, c'est celle de tester tout le monde. Alors la première mesure, c'est ils ont réalisé un vrai confinement total et les gens n'avaient même pas le droit de sortir de chez eux pour faire leurs courses. C'est donc qu'il y a eu toute une opération de solidarité pour permettre que les courses soient livrées à la maison et éviter que les gens ne sortent. Et donc c'est pour ça que vous voyez dans la presse grand public que la sévérité des contrôles en France va augmenter pour que les gens respectent ce confinement et qu'on ne les retrouve pas à faire la promenade le long d'une berge de lac ou la promenade sur la plage. Donc ça, c'est le premier élément qu'ils ont mis en place. Le deuxième élément qu'ils ont mis en place,
sur lesquels qui peut être discutable et sur lesquels on peut discuter, c'est de tester tout le monde. Et bon, là, vous savez très bien qu'il y a un problème de disponibilité de tests. Il n'y a pas assez de tests, et donc ils se sont mis à tester tout le monde. Et ceux qui avaient un test positif étaient parqués dans des stades, et ceux qui avaient été contact de quelqu'un et qui sont négatifs, ils étaient parqués dans des hôtels. Donc ils ont un peu isolé les gens à la chinoise. Alors vous savez que cette politique n'est pas obligatoirement suivie par d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, où il n'y a pas de confinement, où ils font la décision politique de tenter de ne pas faire de confinement et de peut-être passer un pic plus important. Alors, on est dans le pic. On n'est pas dans le pic, on est dans le début de l'épidémie à Paris, et on voit qu'il y a eu un afflux de patients cette nuit. On a transformé notre hôpital, et la transformation n'est pas finie, c'est-à-dire que la réanimation est occupée par des patients Covid positifs et qui nécessitent une ventilation. L'unité de soins continue est quasiment transformée en réanimation. Et la salle de réveil du bloc central devrait devenir une réanimation, on l'espère, Covid négatif. Vous avez là, je vais vous montrer le témoignage, je vais arrêter ça là. Je vais vous montrer le témoignage la recommandation de la société. On parlera de ce que je pense de Raoult tout à l'heure. Là, c'est tiré de la SFAR, la Société Française d'Anesthésie et Réanimation. Et ici, c'est un des experts qui est à l'hôpital de la Riboisière et qui explique comment ils ont géré. Je crois que la première chose à faire, c'est effectivement d'identifier les lieux. Pour ce qui est des institutions où il y a une activité chirurgicale, naturellement, les lieux de réanimation des novo sont plutôt les salles de surveillance post-interventionnelle et qui sont possiblement à upgrader en réanimation. L'autre possibilité, ce sont les unités de soins continus qui, là aussi, peuvent être montées en charge pour devenir des unités de réanimation. Un des points majeurs est de faire en sorte de minimiser le risque d'avoir des patients infectés par le Covid-19 dans des lieux ouverts, c'est-à-dire les salles de réveil pour ce qui est de nos hôpitaux. Donc si on fait le choix de faire des lits de réanimation dans des salles de réveil, ça doit être des lits dédiés à des patients Covid. Alors donc là, il explique bien que bien sûr, il y a de plus en plus de salles de réveil qui sont ou ont été transformées ou vont être transformées en réanimation. Mais l'idée, et ça on l'a dit à notre directeur, c'est d'en faire une réanimation Covid négative dans la mesure du possible, parce que sinon c'est des unités ouvertes avec des cas positifs, et puis d'autre part ça bloquerait totalement les rares blocs qui existeraient dans les centres qui prennent en charge des patients divers. Bien sûr, on peut transférer des urgences chirurgicales dans d'autres centres, mais qui, eux également, vont avoir des cas. Et donc, probablement, il y aura beaucoup de gens beaucoup de centres qui vont de toute manière recevoir beaucoup de cas. Donc, je vous parlais de la réanimation, mais également des unités d'hospitalisation, et il y a de plus en plus d'unités. Il y a des unités qu'on a identifiées comme étant pour les patients Covid positifs. Il y en a eu une première, il va y en avoir une deuxième. Et des unités pour les patients en cours de test et qui nécessitent une hospitalisation. Et il y en a une et il va y en avoir une deuxième. Et obligatoirement, il y a beaucoup de médecins, y compris les cardiologues, qui vont s'en occuper. Et donc, on sera amené, nous cardiologues par exemple, on va s'occuper d'une des unités avec nos collègues gastro-entérologues à partir de lundi. Ou peut-être à partir de ce week-end. Non, dès à partir de ce week-end d'ailleurs, je peux vous dire. Donc voilà, il y a une réorganisation complète de l'hôpital qui se met en place. Alors, vous avez vu qu'il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes qui apparaissent au niveau des médicaments. Il y a des essais thérapeutiques qui ont été faits. Il y a le New England Journal of Medicine, qui a le dernier New England, où vous avez vu, il y a cette étude avec la combinaison lopinavir-ritonavir, et qui est négative l'étude. Donc l'étude est négative. Vous avez également, alors vous avez tous entendu de l'hydroxychloroquine, et également vous avez entendu parler du professeur Raoult de Marseille. Vous savez que l'hydroxychloroquine, en fait c'est le plaquenil, c'est un médicament qui est connu de longue date, et qui est utilisé dans certaines maladies inflammatoires. Et l'azithromycine, c'est un antiviral qui est connu également dans le VIH.
Et donc dans les recommandations, dans le consensus chinois, il recommande de l'utiliser. Et l'équipe du professeur Raoult a fait une étude de cas témoins dont on n'a pas de détails parce que finalement il a communiqué essentiellement sur des réseaux sociaux. Mais voilà, je vous passe son commentaire de suite. Les gens qui avaient pris de l'hydroxychloroquine plus de l'azithromycine avaient une réaction qui était encore plus spectaculaire puisqu'ils étaient pratiquement tous curés de la présence du virus au bout de 6 jours. Par ailleurs, alors c'est plus difficile à quantifier, mais il y avait une amélioration subjective des patients extrêmement rapidement, à 24 ou 48 heures. Donc, alors bien sûr, cela n'est pas d'une... les scientifiques critiquent cela en disant que la rigueur scientifique n'est peut-être pas celle qu'on attendrait. En tout cas, ce n'est pas un essai randomisé, c'est-à-dire tiré au sort, et qui permettrait d'affirmer que l'hydroxychloroquine fonctionne. Donc c'est difficile d'avoir une attitude basée sur simplement ce qu'on croit et de se mettre, si on se met tous à prescrire de l'hydroxychloroquine à l'aveugle, sans qu'il y ait de consensus, je suis pas sûr que ce soit l'idéal. Et donc pour le moment, en France notamment, il n'y a pas de mesure claire de dire est-ce qu'il va falloir le faire. Je sais qu'il y a des essais. Est-ce qu'on a le temps de randomiser? On me pose la question. Ouais, pas évident. Hein. Est-ce qu'on a le temps de est-ce qu'on a le temps de randomiser? J'en sais rien. Est-ce qu'on a le temps de randomiser? Mais c'est le problème de l'essai randomisé versus un groupe placebo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont pas. Est-ce qu'on a suffisamment de données pour l'administrer? Je n'en suis pas sûr. Donc en l'occurrence, là, la discussion, pour le moment, je n'ai pas vu encore de centres qui disent qu'ils vont le donner systématiquement à leurs patients. Donc je ne peux pas vous en dire plus, il va falloir être un peu patient. Vous avez vu qu'avant-hier et hier, il y a eu plus de 400 morts par jour en Italie. On est loin de ça en France, mais ça veut dire que dans une semaine, on peut s'attendre à ça. Vous avez vu également qu'il y a des militaires ont évacué des patients par hélicoptère et par avion du Grand Est vers d'autres réanimations. Vous avez vu également qu'un bateau militaire a transporté des patients d'Ajaccio vers le continent parce que les hôpitaux étaient débordés. Donc, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Ce qu'on voit sur le terrain, c'est que la vague est là et la vague elle est importante et que obligatoirement ça va submerger tout ce qu'elle va retrouver sur son chemin. Qu'est-ce qu'on peut faire? À titre individuel, il ne faut pas paniquer. À titre individuel, il ne faut pas paniquer. Il faut garder l'état d'esprit positif et il ne faut pas paniquer. C'est-à-dire, première chose, c'est rester chez soi. Deuxième chose, ce soir à 20h, applaudissez les soignants. Et puis c'est un geste non seulement civique, mais également qui permettra, qui nous donnera tous un chaud au cœur. Je sais qu'hier soir, ça a été le cas dans ma rue, et c'est vrai que ça faisait plaisir de participer à ce geste avec nos compatriotes en face ou en bas de chez soi. Donc ça, c'est finalement les seuls éléments qu'on pouvait faire, c'est rester chez vous et vraiment ne sortez que si vraiment nécessaire. Si on ne veut pas éviter un confinement absolu, on y arrivera peut-être, hein, on va voir ce qui va se passer. Alors, on me demande pourquoi il y a très peu de morts en Allemagne, j'en sais rien. Docteur Laoubi, si vous avez des hypothèses, j'ai vu que vous avez fait un live tout à l'heure, j'étais malheureusement pas disponible. Donc je ne sais pas pourquoi il y en a autant. Est-ce que la vague n'est pas arrivée là-bas? C'est possible. On peut dire aussi que les Chinois ont eu peu de décès finalement. C'est-à-dire qu'il y aura probablement très rapidement plus de décès en Italie et en Espagne qu'en Chine. Alors on critique les Chinois, mais ils ont monté leur hôpital finalement en moins de 10 jours avec une grande capacité. Et puis vous avez peut-être une grande capacité le fait qu'aussi tous les cas étaient rassemblés dans une seule région. Est-ce qu'il y aura des conséquences politiques? Non, je pense qu'il faut garder l'état d'esprit positif. Je pense que n'importe quel homme politique qui serait dans cette situation, il fera ce qu'il peut, il s'entoure des conseils scientifiques, on
sait bien que les scientifiques n'ont pas toujours dit la même chose. On nous a dit qu'au départ, les masques chirurgicaux ne servaient à rien et maintenant on nous dit que c'est bien de les mettre. Je pense que de principe, de toute manière, vous auriez quelqu'un en face de vous qui a la grippe, vous metteriez une écharpe, vous metteriez un obstacle. Certes, les particules sont plus petites, mais à chaque fois qu'on peut se protéger, on se protège. Il y a un manque de masques, évident. Maintenant, en théorie, il va y avoir des livraisons dans les heures, dans les jours à venir. On espère, parce que, étant donné le nombre de cas qui arrivent, si on peut déjà en priorité protéger les soignants, ce serait bien. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs cas contaminés, y compris dans notre équipe, et y compris dans les équipes de cardiologie d'autres hôpitaux. Il y a un hôpital voisin où sur les 5 à 6 cardiologues, ils sont presque tous contaminés. Il ne reste que le plus jeune et le plus méritant qui n'a pas été contaminé. Est-ce qu'il y a suffisamment de respirateurs? Je ne sais pas chez vous, qu'est-ce que vous en pensez, si vous pensez qu'il y a suffisamment de respirateurs. Je suis inquiet sur le fait qu'on en manque. Par exemple, dans notre centre, on va finir par les saturer. On a encore, je vous rassure, on a encore des respirateurs. On a toujours les respirateurs d'anesthésie qui sont disponibles, prêts à être utilisés si besoin. Donc on n'est pas à 0 respirateur dans tout le centre, par exemple. Mais c'est compliqué de vous dire. Combien de temps ça va durer? Moi, je m'attends que ça dure longtemps, c'est-à-dire que je dis, là, il y a eu sur 2 jours d'affilée 0 cas autochtones en Chine. Donc, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, ils ont 0 cas 2 jours d'affilée, on verra aujourd'hui. Mais ils avaient 0 cas sur les 2 derniers jours nouveaux. Les seuls cas qu'ils avaient, c'est des cas importés. De toute manière, tous ceux qui arrivaient chez eux, ils les mettaient en quarantaine. On me demande, est-ce que l'obésité est un facteur de risque? Oui, l'obésité est un facteur de risque, un facteur de gravité. C'est un facteur de gravité, c'est pas un facteur de risque pour attraper la maladie, on attrapera la maladie comme d'autres, mais c'est un facteur de gravité, ça, ils vont faire des formes plus sévères, et donc bon, c'est pas là qu'ils vont maigrir en temps express, mais malheureusement, on sait que ça crée des difficultés ventilatoires, et ça les rend plus sensibles à une éventuelle infection, et j'ai des personnes que je connais qui sont dans des formes graves, avec une obésité et juste une obésité. Donc, il faut rester serein sur le fait que. Alors, on me demande comment vous pensez que ça va être dans les pays du Grand Maghreb les prochains jours. Là, malheureusement, je suis très très préoccupé. Je suis très très préoccupé parce que ça m'étonnerait qu'il y ait la capacité Il y a peut-être des lits de réanimation, mais je ne pense pas qu'il y ait le même nombre de respirateurs qu'ici. Et je ne pense pas qu'il y ait même si là, actuellement, on manquera de réanimateurs et d'anesthésistes réanimateurs, mais les médecins vont pouvoir contribuer à leur manière et essayer de sauver des vies. Et je sais que là-bas, aussi, dans le Grand Maghreb, les gens vont faire tout leur maximum. Essayer de prendre en charge les patients, mais qui manqueront de ventilateurs. Et donc l'objectif, c'est du confinement, c'est d'éviter que beaucoup de cas arrivent en même temps. On me demande aussi de mettre le lien du groupe de collectif des médecins sur sensibiliser sur le Covid-19. Je vais essayer de le mettre. Merci de le mettre en commentaire, docteur Tassadi Tabib, en lien. Comme ça, on va essayer de le mettre sur les commentaires. Les gens auront ce lien. Je sais que ce collectif, non seulement fait de la sensibilisation, mais également a appelé, déjà même avant cette crise du coronavirus, à ce qu'il y ait plus de moyens pour l'hôpital public, et parce que et ça montre bien qu'à force de vouloir faire des économies, quand les problèmes arrivent, c'est plus difficile. Est-ce que l'allergie saisonnière en ce moment va augmenter le risque? Je ne pense pas. Je pense attention au niveau des médicaments, pas d'anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens parce qu'il y a des formes qui sont plus graves. Si vous êtes sous corticoïdes de long cours, vous n'avez pas le choix, vous êtes sous corticoïdes de long cours, mais si vous avez une allergie, moi je sais pas, j'espère que je n'ai pas chopé le virus, j'ai l'œil qui me gratte, j'ai appelé mon ophtalmo qui m'a recommandé au départ un collyre à base de corticoïdes, et je lui ai dit que je n'en voulais pas, et donc je vais avoir un collyre plutôt sans corticoïdes, j'espère en avoir à la pharmacie. Vous avez vu, il y a eu tout ce qui concerne les IEC et les ARA2.
la Société française de cardiologie a recommandé de ne pas les arrêter. Mais il y a aussi une discussion de dire que peut-être avoir des ARA2, c'est mieux que d'avoir des IEC. Alors, il n'a pas été recommandé systématiquement pour le moment d'arrêter les IEC et les remplacer par des ARA2, mais voilà. Les patients cancéreux, c'est des patients très fragiles. On me demande concernant les patients cancéreux, c'est des patients très fragiles. On me demande concernant leur chimiothérapie. C'est des patients fragiles et donc voilà, donc tout dépend si on peut reculer certaines chimiothérapies dans l'urgence pour éviter qu'ils soient trop fragilisés, tout dépend. On me demande également sur les conséquences cardiovasculaires de l'infection. On sait que les patients sont est-ce qu'il y a des cardiomyopathies virales et possiblement, comme dans beaucoup de virus, est-ce qu'il y a des formes graves? Oui, les formes graves sont plus importantes chez les patients cardiaques, avec un taux de mortalité qui peut atteindre entre 10 et 15%. Donc c'est les patients les plus graves. Les patients les plus graves, mais vous avez aussi, bonjour Stéphanie, c'est aussi les diabétiques, mais aussi les patients obèses, mais aussi les patients cancéreux, notamment, mais vous avez également l'hypertension non contrôlée, pas l'hypertension lambda, mais l'hypertension non contrôlée, une cardiopathie ischémique sévère, etc. Donc j'avais dit ne pas prendre d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, ne pas arrêter votre traitement par aspirine, si vous êtes sous aspirine. Concernant vos différentes thérapeutiques à visée rhumatologique, là on me demande pour le méthotrexate, etc. Je ne me lancerai pas là pour donner un conseil qui sera absolu, et on essaye de garder un minimum de sérieux. Je pense qu'il faudrait poser la question à votre rhumatologue de savoir ce qu'il recommande au cas par cas d'arrêter ou de ne pas arrêter certains médicaments, et parce qu'effectivement on sait très bien qu'en arrêtant certains médicaments on expose les patients à un risque plus important. Bon, la bataille est lancée, les amis, la bataille est lancée. Ici à Paris, on est dans la bataille. Les choses qu'on avait attendues vendredi dernier, ce vendredi, c'est tout à fait ce qu'on attendait, et qu'on attendait que ce week-end ce soit le rush. Donc c'est facile de prédire chez vous quand est-ce que la bataille va se lancer. Il suffit de regarder le délai il suffit de regarder dans les journaux italiens ou dans les journaux français, vous saurez à peu près dans votre région quand la bataille sera lancée. Mais est-ce que la bataille sera lancée? Oui, je pense que ça touchera tout le monde, et ça touchera toutes les régions du monde, et ça touchera d'abord le Maghreb, mais il n'y a pas encore, mis à part l'Afrique du Sud, probablement à cause des voyages, où il y a des cas, il ne semble pas y avoir des cas, un nombre important de cas en Afrique hors Maghreb, en Afrique du Sud, mais ça va venir. Est-ce qu'on garde les patients positifs peu symptomatiques à l'hôpital? Non, surtout pas. D'ailleurs, on ne peut pas les garder à l'hôpital. Donc, en fait, si le patient n'a pas de signe de gravité, c'est-à-dire il n'a pas de difficulté à respirer, d'ailleurs, il ne devrait même pas se rendre à l'hôpital. Actuellement, il n'est pas recommandé qu'il vienne à l'hôpital parce que si vous avez un syndrome grippal, que vous n'avez pas une fièvre importante, vous n'avez pas de difficulté à respirer, restez chez vous, c'est l'attitude, et notez quand est-ce que vos symptômes ont commencé, gardez de la distance par rapport à ceux que vous aimez. Parce que si vous venez à l'hôpital, d'abord vous allez vous mélanger avec tout le monde, et d'abord pour le moment on ne vous testera pas parce qu'il n'y a pas assez de tests pour tester tout le monde. Par contre, si vous avez un terrain fragile, vous êtes âgé, plus de 70 ans, vous êtes diabétique et vous avez des symptômes, âgé plus de 70 ans avec symptômes, diabétique avec symptômes, insuffisance cardiaque avec symptômes, à ce moment-là vous vous rendez à l'hôpital, ou dans les formes graves, appelez SAMU, et vous serez obligatoirement testé. Et vous savez que le test prend du temps, ça prend plusieurs heures, quasiment on aura le résultat le lendemain. Francis, un de mes infirmiers, me demande: difficile d'être serein. Oui, difficile d'être serein, mais il faut rester positif, il faut rester peut-être que cette vidéo est là pour vous paniquer, mais n'oubliez pas, le fait d'être ensemble, ça nous permet c'est une thérapie de groupe, ça nous permet de communiquer, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les choses qui... donc ça, c'est Thomas d'Aquin qui le disait, donc ça c'est très important.
Donc le fait d'expliquer notre attitude, et finalement ça permet de mieux à chacun de s'organiser. Et nous, ça nous avait beaucoup expliqué, ça nous permet de beaucoup communiquer avec nos collègues, ça nous a permis de mieux nous organiser. On me demande si un patient est positif et il n'a pas de signe de gravité, est-ce qu'il faut le garder à l'hôpital? Non, s'il est positif et qu'il n'y a pas de signe de gravité, il n'a pas de terrain à débilité, il rentrera à la maison. Donc a priori, il n'aurait pas dû être testé, mais s'il n'y a pas de signe de gravité, il devrait rentrer chez lui et isolé chez lui. Isolé, ça veut dire que voilà, on lui met à manger à l'entrée de sa chambre. Donc il reste dans sa chambre et idéalement pour les toilettes, qu'il y ait des toilettes dédiées parce qu'il y a des excrétions également des virus dans les selles. Donc c'est un confinement à la maison dans une chambre. Heureusement, vous aurez peut-être Internet, vous aurez peut-être votre téléphone, vous avez peut-être Netflix qui est un peu surchargé, mais voilà. Donc voilà. Mais bon, peu importe, on n'a pas le choix. C'est une révolution dans tout ce que de tout ce qu'on fait et on doit s'organiser. On me demande, avez-vous préparé l'arrivée du rush en équipe paramédicale, protocole, entraînement au geste? Oui, on commence à préparer, pas assez à mon sens. Je vais vous conseiller, notamment pour voir comment s'habiller en cas de patient Covid-19, c'est d'aller voir cette vidéo, cherchez le mot-clé SFAR, et vous avez la méthode d'habillage devant la porte de la chambre. Alors j'ai vu que les caractères sont peut-être à l'envers chez vous, mais vous devez voir comment vous devez vous préparer. Alors on est au début, on doit effectivement, les protocoles sont en cours. Les entraînements, pas toujours le temps de les mettre en place, mais effectivement les protocoles sont en cours, il y a des protocoles, et puis maintenant grâce à Internet on arrive à retrouver beaucoup de choses qui nous aident à mieux nous entraîner. Mais l'entraînement reste largement insuffisant, personne n'avait prévu l'arrivée de cette épidémie majeure. Enfin, on va dire qu'elle avait été négligée, parce que le fait d'abord que cela avait été... L'information n'était pas passée au début, quand le début de l'épidémie en Chine, et ils avaient eu cette information, et puis d'autre part, quand finalement l'épidémie s'était révélée en Chine, on avait l'impression que ça ne nous concernait pas. Est-ce que l'entraînement au geste, par exemple, de comment s'habiller quand on est à l'hôpital, quand on rentre dans la chambre d'un patient qui est Covid positif, ça c'est important. On réinsiste. Je vous rappelle par exemple, il y a l'entraînement sur la prise en charge de l'intubation. Myriam, tu as raison, c'est sur le site de l'ASFAR et sur la page YouTube de l'ASFAR, tu retrouveras comment gérer un patient, comment faire les intubations, comment les extuber. Tu as des vidéos super bien faites sur le site de l'ASFAR, et donc tu retrouveras tout le nécessaire. Oui, on me dit qu'il n'y a pas assez de matériel. Il n'y a pas assez de matériel, oui c'est la vérité, il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez de masques, quasiment pas de masques FFP2, c'est une pénurie au niveau national et probablement international. Voilà, donc c'est pas évident. Oui, il y a zéro matériel, et le patient dont tu parles, il avait été évacué dans l'unité Covid suspicion. Voilà, mais pour essayer de, bien sûr dans vos secteurs, essayer de garder des secteurs Covid négatifs et de différencier bien les secteurs, en tout cas à cette phase-là. Est-ce qu'on a commencé à utiliser la chloroquine? Non, je pense que personne dans cet hôpital a utilisé l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas s'il faut l'utiliser, je vous ai dit en début de vidéo que personnellement je ne sais pas s'il faut l'utiliser. En tout cas, de donner une consigne à l'étage collectif, de dire qu'il faut le faire, c'est pas sûr qu'il faille donner cette consigne de dire aux gens utiliser l'hydroxychloroquine avec des données de validation qui ne sont pas assez importantes. Mais c'est une piste très très intéressante. Vous avez vu la vidéo que je vous ai montrée, le fait qu'ils disent que ça réduit la charge virale, c'est quand même très intéressant. Ça permettra de moins contaminer les gens, et d'autre part ça permettra d'avoir une maladie plus courte. Si c'est vrai, ce serait juste génial. Voilà. Donc le vaccin, on ne l'attend pas de suite. On me demandait pour le vaccin. Le vaccin, on ne l'attend pas de suite. Il y a les essais de phase 1 qui ont commencé, mais on ne l'aura pas avant 12 à 18 mois dans le meilleur des cas. Donc il ne faut pas compter sur le vaccin. De toute manière, mesures symptomatiques, oui, on parlait de décubitus ventral. Pourquoi décubitus ventral? On les met sur le ventre lorsqu'on les ventile, parce que
parce que essayer de faire arriver l'oxygène dans les zones du poumon qui sont les moins atteintes et qui permettraient d'oxygéner ces patients super graves lorsqu'ils se retrouvent en réanimation. Donc n'oubliez pas que je pense que les statistiques sont quand même justes, c'est-à-dire vraies, c'est-à-dire que on estime que 50 à 70% d'entre nous seront contaminés, qu'actuellement on risque d'avoir un problème, c'est la pénurie de soignants, parce que étant donné le peu d'équipements, beaucoup sont contaminés et dans plusieurs équipes, et donc on a moins de soldats. Ces pauvres soldats, on me faisait la réflexion qu'on me disait oui, c'est normal, les soldats, on leur met qu'un casque et ils ont en première ligne. Moi je trouve ça pas normal que les soldats ils partent juste avec leur casque en première ligne. Il faudrait mieux les équiper pour qu'ils aillent au combat. Malheureusement aujourd'hui, ces soldats ils sont en première ligne avec peu d'armes. Mais voilà, on fait ce qu'on peut. Il y a de plus en plus de masques qui arrivent. Gardons l'espoir. Il y a de plus en plus de masques qui arrivent, ils vont arriver. Je testerai ce soir de passer à ma pharmacie, voir si je peux avoir des masques dédiés aux médecins, mais je sais que ce ne sera pas des masques FFP2. Donc, mais il va y avoir des masques pour les soignants, et c'est ce qu'on souhaite. Il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde, mais au moins qu'on les ait pour les manœuvres respiratoires et pour les unités qui en ont plus besoin, pour la réanimation et pour les unités où il y a des malades Covid positifs. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, si vous avez des commentaires, si vous avez des éléments à me dire comment vous faites chez vous. Alors on me demande, est-ce que c'est possible de faire travailler les soignants positifs sans symptômes? Eh bien actuellement, si le patient n'a pas de symptômes, si une personne n'a pas de symptômes, il a peut-être été contact. J'ai peut-être été contact d'un collègue qui, lui, était positif. Il n'y a pas d'indication formelle que je sois testé. Je pense que l'indication formelle, ce serait que je mette un masque pour éventuellement éviter de contaminer les gens. Est-ce qu'à un moment donné, il faudra les faire travailler? C'est une bonne question, parce que moi, je sais que un des infectieux d'un grand CHU parisien nous a dit qu'ils sont tellement en manque d'effectifs que de toute manière, si la personne est positive, le médecin est positif, il restera à travailler dans l'unité Covid+. Ça pourrait se discuter puisque de toute manière, il est contaminé. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Au jour d'aujourd'hui, les personnes qui sont positives sont confinées à la maison. J'ai beaucoup d'amis qui sont confinés à la maison. Donc voilà. On se pose même la question s'il faut garder quelques troupes en réserve et ne pas les mettre toutes sur le terrain. Mais je ne sais même pas si on pourra arriver à cette hypothèse. Donc pour le moment, l'attitude choisie a été que si la personne est positive, on la confine chez elle pendant ce temps. On me redemande si on a utilisé la chloroquine. Je réponds à nouveau, on n'a pas utilisé la chloroquine. Est-ce qu'il y a un traitement adopté en cas de myocardite au Covid-19 ? Je n'ai pas de recommandation spécifique à ce sujet-là. Je pense qu'on traiterait comme dans n'importe quel traitement symptomatique à ce stade, malheureusement. On traite les infections en mettant également des antibiotiques, comme vous le savez. On prévient les infections thromboemboliques pour éviter qu'ils nous fassent des embolies pulmonaires chez les malades qui sont en réanimation. Et puis oxygénothérapie, et puis quand ils deviennent graves, ils doivent être ventilés. Et que, comme vous avez vu, ils supportent relativement bien. C'est un truc un peu surprenant. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver avec des sats relativement basses et pas de polypnée. Donc vraiment un peu des conditions un peu particulières. Alors bien sûr, il faut mettre ces patients-là dans des unités dédiées et idéalement dans des chambres à pression négative ou à défaut des chambres à pression neutre. Donc ça, c'est parmi les... Dites-moi un peu comment ça se passe chez vous, si vous avez des questions supplémentaires. Ça fait déjà 37 minutes qu'on est dans ce live, vous êtes toujours là. Est-ce que vous voulez traiter d'autres éléments ou vous voulez que je vous remonte le moral? Il faut positiver, les amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il reste les croyances, il reste l'humour, il reste d'essayer d'avancer. On n'a pas le choix de toute façon. On n'a pas le choix. On ne va pas y échapper. Je ne pense pas qu'il va y avoir une révolution immédiate.
il faut faire avec ce qu'on peut comme moyen. Mais si vous n'avez pas beaucoup de moyens, je pense que si vous n'avez pas beaucoup de moyens, restez chez vous, c'est vraiment la seule chose que vous pouvez faire pour nous. Restez chez vous parce que vous savez bien, de ce qu'on voit nous ici, les soignants sont beaucoup exposés. On me dit un grand merci aux soignants, oui c'est vrai. Continuons à les applaudir tous les soirs, faites-le dans tous les pays du monde, continuez à les applaudir tous les soirs. Vous ne pouvez pas venir rendre visite dans les hôpitaux, mais continuez à les applaudir tous les soirs. Et si vous avez des masques FFP2, envoyez-les dans les hôpitaux à côté de chez vous, au lieu de les utiliser. Ils seront plus utiles pour les soignants qui vont soigner ces différents patients. On me demande également la contagiosité. La contagiosité, on dit classiquement qu'elle débute dans les 24 heures qui précèdent les symptômes. On savait qu'il y a une période d'incubation de 14 jours, mais la contagiosité, elle commence dans les 24 heures qui précèdent les symptômes et qui peut durer jusqu'à environ... la plupart des gens, dans les formes mineures, ils vont excréter le virus pendant 5 à 6 jours, beaucoup pendant 14 jours, mais certains peuvent l'excréter jusqu'à 21 jours. Devant les faux négatifs, le scanner semble plus intéressant. C'est vrai, le scanner est très intéressant parce qu'il y a des faux négatifs et j'ai des anecdotes de soignants qui se sont fait avoir avec des PCR faussement négatives et qui ont été positifs dans un deuxième temps, ou même des fois 2 tests faits chez le même patient mais avec 2 tests différents, un négatif, un positif. Le scanner, oui, le scanner, il y a des images typiques. Moi, je ne suis pas un expert du scanner, mais maintenant, je commence à en avoir vu pas mal. Effectivement, même dans les patients d'hier, il y en avait certains qui étaient en attente du résultat du test et c'est écrit image typique. Donc, quand l'image est typique, vous savez d'emblée qu'il est atteint. Alors bon, voilà, j'espère, on est vendredi soir, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager un maximum pour qu'il y ait beaucoup de gens qui, merci de vos points de vue positifs, merci beaucoup, merci de la partager autour de vous, pour que c'est important que si on prend le temps là, ce temps que je passe avec vous, je ne le passe pas avec ma propre famille, mais ça nous permet à tous d'avancer et de partager ensemble ces informations au maximum. Et puis, on reste positif, on reste chez soi ce week-end, on va applaudir ce soir à 20h, et puis on y croit, on va y arriver. De toute façon, c'est comme une vague, elle va passer. On souhaite qu'elle passe le plus doucement possible et fasse le moins de dégâts, et qu'elle passe le plus rapidement possible. Mais attendez-vous que il faut vous préparer à une période de confinement prolongée. Regardez aussi ce qui se passe dans les autres pays, ça vous donnera une assez bonne idée. Moi, j'ai une assez bonne vision sur le fait que, en regardant entre l'Italie, la France et la Chine, ça vous donne une assez bonne idée. Et grâce à Google Translate, maintenant, même les sites salut Stéphanie, entre les traductions d'italien, je peux y arriver assez bien et voilà. Donc j'ai vu qu'il y a encore plein de questions. Est-ce qu'il y a ici pas de pneumonique au scanner? Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il faut isoler les patients contacts? Il faut qu'ils restent chez eux, les patients contacts. Il y en a plein, des questions, ça n'arrête pas. Il y a à chaque fois d'autres personnes qui viennent. J'essaierai alors. Ce que je vous propose, c'est qu'on refasse une vidéo dans 48 heures, donc dimanche soir à 17h. Je serai à l'hôpital sous réserve que la surcharge de travail ne soit pas majeure, mais on peut se redonner un rendez-vous le dimanche à 17h. Que la force soit avec vous, que la force soit avec nous tous, et on y arrivera. Voilà, je voudrais toujours finir avec le sourire, sans le sourire, sans l'humour, sans la croyance, nous n'allons pas y arriver. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et surtout restez chez vous. Ciao, ciao.